Cette vidéo est sponsorisée par la rhinopharyngite. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Je suis en train de jouer un nouveau morceau, type post-punk, avec une batterie vachement présente, assez répétitive, puis ouais, une basse qui rentre dedans. Et le batteur, enfin jamais il change de tempo, de rythme, enfin il fait toujours un peu la même chose le mec. C'est un petit peu chiant. Et puis faire de la basse avec un médiator, j'appelle pas ça faire de la basse mec hein. Non mais vas-y, rentre chez toi là avec ta croc là et va jouer aux zizicoptères ailleurs. Moi je dis ça c'est pour toi hein, histoire que tu t'amuses hein, parce que ton truc de dépressif, bon c'est un peu limite. Puis bon, ça serait quand même bien de mettre de la grosse guitare. Il m'énerve. Avant de commencer, je tiens à vous dire que parler de post-punk, aujourd'hui, c'est un peu comme essayer de démêler ces putains de câbles de merde. Putain de merde. Désolé, excusez-moi. Pardon. Effectivement, quand tu t'intéresses au genre, tu découvres très vite que le post-punk a beaucoup, mais vraiment beaucoup influencé la musique en général. Que ce soit le rock, la musique électronique, rien qu'en listant les dérivés, sous-genres et fusions, ça donne ça. New Wave, Electro, Alternative Dance, Alternative Rock, Avant Funk, Dance Rock, Dark Wave, Indie Rock, Indie Pop, Néo-Psychédélisme, New Pop, Post-Rock, Synth Pop, Showgazing, House, Sweet Pop, Dance Punk, Gothic Rock, Post-Hardcore, No Wave, Post-Punk Revival, Cold Wave, Noise. Ça fait beaucoup là, non? Le gros bordel. Et pour des raisons logiques, on va se concentrer uniquement sur le post-punk dans sa forme la plus pure. Parce que le sujet est vaste et plutôt long, l'étude de ce genre musical se fera donc en deux parties. Ok. Dans cette première partie, nous allons nous concentrer sur les origines, les caractéristiques, le contexte socio-culturel, mais aussi politique, ainsi que sur les débuts du genre entre 1977 et 1979. Eh mais on lui propose quoi là au copain du coup, ou la copine là qui nous regarde là de l'autre côté de l'écran? Salut, ça va? En effet petit mélomane, puisque je te révélerai... Ok, je sors, c'est bon mec, putain, on peut même pas rigoler. Excusez-le. Je disais quoi déjà? Il me saoule lui. Ah oui, effectivement. Pense à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisque je te révélerai mon groupe de post-punk préféré, en tout cas pour la période 77-79. Je vous propose donc de voir comment s'est développé le post-punk et comment il a réussi à perdurer jusqu'à aujourd'hui. Et si on remontait le temps ensemble? Pour s'y retrouver, il faut déjà comprendre quelles sont les influences du post-punk. À l'origine, on parle d'abord de new music. Ce genre très large en termes de style cherche avant tout à s'éloigner de la simplicité brute du punk. D'où le terme post-punk. Moi je comprends rien, du post-punk, du punk, c'est quoi la différence? Les influences se trouvent dans des courants extrêmement divers. Le krautrock, signifiant littéralement rock choucroute. La choucroute est hyper tendre, impeccable. Des groupes comme Ken, Kraftwerk, la Düsseldorf, la musique avant-gardiste avec The Residents, mais aussi une certaine frange du rock progressif. David Bowie et le Velvet Underground sont également des influences très importantes pour le mouvement. Ensuite, même s'il y a une certaine volonté de s'en éloigner, l'énergie et l'éthique du do-it-yourself, DIY, inspiré par les punks, est largement mise en avant. La grosse différence se trouve finalement dans la volonté de rompre avec les clichés rock en s'approchant de l'inventivité du funk, du jazz, de la musique électronique et aussi dansante, avec les techniques de production du dub et du disco. Enfin, la volonté du post-punk est aussi intellectuelle. À travers les idées d'art, de politique, de cinéma, de littérature, c'est une fusion d'art et de musique. Bon alors c'est quoi la différence entre le punk et le post-punk?
Les sonorités du post-punk se distinguent clairement du punk. Il suffit de prendre l'exemple des guitaristes de Talking Heads et Martin Brama de The Fall, qui optent pour des sons décharnés, nets et cassants, à la manière finalement du funk et du reggae. D'ailleurs, ces influences sont nettement visibles avec la basse. En effet, elle prend une importance cruciale et même centrale dans le groupe à la manière dub. Le batteur, quant à lui, propose des rythmiques très simples et répétitives avec un set très minimaliste. Pas plus de 2 ou 3 tomes, quelques cymbales. Le plus important, ça reste le trio finalement de la grosse caisse, de la caisse claire et du charleston. On parle de dynamique tribale qui repose sur l'exploitation obsédante de modèles rythmiques sur les tomes. Mais la grande différence se trouve dans l'utilisation d'instruments électroniques, type boîte à rythme et synthétiseur. Même si on va en reparler tout à l'heure, leur utilisation reste plus discrète que dans la New Wave. C'est une grosse révolution quand on sait que les punks prônaient uniquement l'électricité. Guitare, basse, batterie, chant et basta. C'est finalement une musique plus expérimentale, plus radicale, avec des chansons plus concises qui se retrouvent d'ailleurs dans le look. Il est moins excessif, en tout cas dans les premières années. On a les cheveux courts, des pantalons étroits, souvent portés avec un veston et une cravate fine, hein, j'insiste. On s'inspire de Buddy Holly, des Mods et des girl groups des années 1950. Au milieu des années 1970, la vie sociale occidentale se décompose en factions. Ah putain, on va apprendre des trucs chiants. On parle de classe sociale et la culture rock suit cette fragmentation. Mais avec la guerre froide, les dérives de la société permissive accentuent les clivages. Ouais, c'est pas faux. Face à ces craintes, de nombreux pays optent pour des dirigeants conservateurs. Au Royaume-Uni, par exemple, c'est Margaret Thatcher qui dirige le parti conservateur. Elle deviendra d'ailleurs Premier ministre à partir de 1979. En opposition, des mouvements de gauche et d'extrême gauche vont défendre une ligne politique plus radicale. On parle, en Europe, des années de plomb. Avec des groupes d'extrême gauche tels que la bande Abadère en Allemagne, les Brigades Rouges en Italie, Action Directe en France, et qui planifient des actions terroristes. Le post-punk naît dans cette ambiance finalement de lutte internationale entre les démocraties libérales et le socialisme réel. 1977, le punk se réduit à une simple formule commerciale et relance même l'industrie du disque, alors que cette musique voulait justement la détruire. Les nouvelles possibilités sonores se développent avec le reggae, l'électro, le disco, le jazz et la musique contemporaine. C'est ainsi qu'une nouvelle contre-culture émerge dans une forme de bohème artistique, regroupant des prolétaires trop indisciplinés pour travailler et des jeunes issus des classes moyennes, souvent en école d'art ou dans des études littéraires, trop rebelles pour travailler en tant que cadre. Mais c'est de la new wave ton truc en fait. On va tout de suite remettre les choses au clair une bonne fois pour toutes. La new wave et le post-punk ne sont pas tout à fait la même chose. On pourrait parler finalement de faux jumeaux. Pour faire simple, la grande différence réside dans l'utilisation et la place des instruments électroniques. La new wave va plus avoir tendance à placer le synthétiseur au premier rang, tandis que le post-punk attache beaucoup plus d'importance à la base rythmique, c'est-à-dire la basse et la batterie qui sont mises en avant sans s'empêcher toutefois d'utiliser tous les outils possibles. Mais d'où vient cette confusion? Alors qu'en 1976, on avait encore tendance à différencier ces nouveaux genres de rock, on va dire de façon binaire, d'un côté le punk et d'un autre la new wave, en référence au cinéma de genre français incarné par Godard. On l'appelle Jean-Luc Godard parce qu'il a toujours, le gars, il est complètement illuminé. À partir de 1977, on peut dire clairement que ça devient un gros bordel. Ce gros bordel, on le doit à la presse musicale qui semble se perdre dans les noms et dans les intentions artistiques de groupes tels que les Clash, les Ramones, Blondie, Stranglers, Police, Talking Heads et un certain Public Image Ltd. qui sortent tous leur premier ou second album dans cette même période. Le vocable « nouvelle vague » prend un sens plus littéral en rendant compte entre un rock neuf,
face à un rock ancien. Ce qui veut dire que dès qu'un groupe défend finalement une esthétique loin du nihilisme punk à travers une recherche expérimentale et des prétentions qui sont littéraires, et en accordant en plus un grand soin à l'enregistrement et à la production de leurs disques, on le classe dans la New Wave. Ça en devient même stratégique en termes de marketing et d'image. On a plus tendance à accepter de faire jouer un groupe New Wave plutôt qu'un groupe punk. Mais alors, quand parle-t-on de post-punk? Gray Marcus, de la revue Rolling Stone, est l'un des premiers à faire allusion à une avant-garde post-punk britannique pour qualifier des groupes tels que Gang of Four, Raincoat et Essential Logic. Ce terme est rapidement adopté par les jeunes formations se réclamant des punks ou renaissant de leurs cendres comme John Lydon, ou plutôt Johnny Rotten, qui fonde Public Image Ltd. Mais attendez, ce n'est pas tout, puisque la New Wave et le post-punk deviennent eux-mêmes l'objet de sous-catégories dans les années 1980. Moi je comprends plus rien perso. On va parler d'excroissances qui vont naître, telles que la No Wave, la Cold Wave, terme très utilisé sur le vieux continent, les nouveaux romantiques, pour ce qui est de la New Wave, et on parle même de punk hardcore et de mouvement oi du côté post-punk, le gros bordel. Mais revenons à nos moutons en nous dirigeant non pas en Grande-Bretagne, mais aux États-Unis, pour comprendre les véritables origines de ce qui va bientôt s'appeler le post-punk. En 1976 et 1977, trois révolutions musicales vont changer la donne du rock et de la musique en général. Le punk, le pub rock et la musique industrielle, ainsi que toutes les nouvelles vagues. Ces genres et sous-genres sont en train de transformer la musique en multipliant et chevauchant les courants et en tentant de s'approprier et de gérer un héritage rock. C'est à New York qu'une série de groupes vont se réclamer de leur influence. Ils jouent dans deux clubs, le CBGB et le Max Kansas City. Ces groupes, ce sont Television, Blondie, Ramones, Patti Smith Group et Talking Heads. Tous se retrouvent dans ces lieux non seulement pour jouer, mais aussi pour réfléchir, pour intellectualiser leur art. Car tous ces jeunes artistes veulent réinventer la musique, faire autre chose que les anciens, en écrivant différemment, mais de manière très variée, en utilisant de nouveaux instruments. Patti Smith est un très bon exemple puisqu'elle met en avant des récitations poétiques à travers des chansons qui sont linéaires mais avec un jeu dynamique. Cette influence, elle le doit au groupe Television formé par Tom Verlaine, né Miller, mais très amoureux de Rimbaud et de Verlaine, et Richard Hell, tous deux poètes mais clairement rock ou plutôt punk. On peut même dire qu'ils sont d'une certaine façon les instigateurs de la mode punk, surtout Hell avec la chevelure ébouriffée et les t-shirts déchirés. Mais c'est sans doute le groupe Talking Heads qui sort du lot dans notre histoire. Déjà, chose qui différencie un Ramones de Talking Heads, c'est clairement les racines socioculturelles de chacun. Alors que les premiers viennent du Queens en incarnant la marginalité et une certaine forme de pauvreté, Salaud de pauvre. les seconds proviennent d'une classe sociale plus équilibrée, intellectuelle et éduqués, issus d'écoles d'art, de littérature. Talking Heads s'éloigne fortement de cette vague punk, en proposant une musique très simple et peu raffinée, soutenue par une voix nerveuse, celle de David Byrne, s'approchant tout de même de l'esprit punk, mais en optant pour des sonorités sèches et des rythmiques motorique. D'ailleurs, la basse et la batterie marquent quasiment tout le temps le rythme d'une manière très mécanique. Les critiques commencent à utiliser le terme de post-punk, new wave, d'experimental music, de disco-punk. Clairement, on comprend que Talking Heads et d'autres groupes sont en train de créer quelque chose de différent. Mink Devil, Suicide forment une scène, mais pas encore un style à proprement parler. Ça sonne punk, ça respire punk, mais ce n'est pas du punk. Et ce vent souffle fort, très fort, vers une grande île en Europe, la Grande-Bretagne. Sous le vent, ça me rappelle une chanson là, de deux Québécois, là. Comment il s'appelait déjà? François Croutal, Stadier et Nicole Hurlon, lieutenant d'infanterie à Blois, sont Garou et Céline Dion. Si on devait vulgariser les premiers véritables groupes de post-punk, on pourrait les diviser en trois catégories. Public Image Ltd, Only Once, Susie and the Banshees. Les véritables héritiers. Cabaret Voltaire, Joy Division, ceux qui transforment la vision sociale pessimiste des punks en désespoir.
OMG, Echo and the Bunnymen, ce qui ramène le punk vers la musique pop. Au fur et à mesure que le mouvement punk initial perd de sa contenance, de nouvelles scènes vibrantes commencent à fusionner à partir d'une variété de groupes poursuivant des sons expérimentaux et un territoire conceptuel plus large dans leur travail. En 1977, des artistes britanniques comme Susie and the Banshees expérimentent des sons, des paroles et une esthétique qui diffèrent considérablement de leurs contemporains punk. D'ailleurs, beaucoup s'accordent à dire que Susie and the Banshees est le premier groupe véritablement post-punk. D'autres vous diront que c'est Joy Division. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. Les deux groupes se sont formés la même année, c'est-à-dire 1976, mais la formation qui a lancé le mouvement, c'est Public Image Ltd. Après la dissolution des Sex Pistols, symbole très fort et qui marque une scission dans le monde du punk, Je viens d'avoir une scission avec Joël. John Lydon ou Johnny Rotten continue de se construire une culture bariolée qui l'aide à se rapprocher toujours plus de ceux qui souffrent du déracinement post-colonial. Ah, on est à fond. C'est un enfant de catholique irlandais installé à Londres et Lydon va subir le No Irish, No Blacks, No Dogs. Ça sera d'ailleurs le sous-titre qu'il donnera à sa biographie. Une interdiction stipulée par des propriétaires anglais dans leur offre de logement à l'époque. Le nouveau projet de Lydon, Public Image Ltd, dont le nom est emprunté au roman de Muriel Spark, L'image publique, traduit justement son empathie pour les Noirs de Grande-Bretagne et sa passion pour la musique de la Jamaïque. Mais PIL est aussi un moyen pour Lydon de se réapproprier une image qui lui avait totalement échappé lors de son passage au sein des Sex Pistols. On y retrouve l'essence même du post-punk. Une basse en premier plan, What the rock? une égalisation et une sonorisation qui sont graves et rondes. La guitare a toute la liberté d'utiliser son instrument comme générateur d'effets. Les bruitages, les fausses notes, les sons rêches vont devenir la marque de fabrique du groupe. Tout s'accélère pour ces artistes. Des labels indépendants ou services de l'art, tels que Road Trade Factory, deviennent des plaques tournantes importantes et aident à faciliter les sorties, les illustrations, les performances et la promotion. La grande majorité de ces groupes partagent quelques traits communs. Tous sont anglais, formés dans le centre bohème habituel qu'est Londres, ou dans les villes industrielles en déclin comme Sheffield, Manchester, Leeds et Liverpool. Tous bénéficient de cette prospérité révolue en ayant l'opportunité de créer des locaux de répétition dans des maisons et entrepôts qui sont complètement vides. Tous sont confrontés à la question du sens de l'existence dans un monde en déclin et toujours plus technicisé. The Pop Group, par exemple. Une bonne bande de dépressifs. Beaucoup ont pratiqué les écoles d'art et de lettres, avec un développement d'une bohème subventionnée qui flirte entre les idées de gauche et un dynamisme entrepreneurial. Il faut tout de même noter que beaucoup sont des autodidactes passionnés, tels que Mark Smith de The Fall et John Lydon. Enfin, presque tous ont un message global: esthétiser la décadence des villes industrielles à travers leur musique. On l'a dit, les sources et inspirations sont multiples. Les paroliers s'inspirent de la science-fiction expérimentale, celle de Burroughs, Ballard, Kadik, Dada, Jerry. Les graphistes s'inspirent du constructivisme russe, mais aussi de courants artistiques, Bauhaus, de Schell. Et maintenant, des bobos! Les musiciens s'inspirent des rythmiques de musique urbaine noire, les sons décharnés et mécaniques du krautrock et de la production jamaïcaine. Le discours est politique, en privilégiant non pas la révolte, mais le dévoilement des mécanismes de pouvoir à l'œuvre dans la vie quotidienne. Le discours sur les œuvres devient aussi important que les œuvres elles-mêmes. On est vraiment dans une approche méta-musicale. Rien compris, moi. Enfin, le post-punk va être appuyé par différents acteurs et mouvements liés au contexte socio-culturel de l'époque. Tout d'abord, la presse musicale, qui est en train de s'intellectualiser et de devenir dynamique. Elle est audacieuse et elle apprécie ce mouvement qui l'est tout autant. On pourrait citer NME par exemple. Pendant les interviews, ça parle politique, art, cinéma. Le féminisme fait son petit bonhomme de chemin des deux côtés de l'Atlantique. Et le post-punk salue l'apparition de groupes entièrement
ou partiellement féminin. Slits, Raincoats, Patti Smith, Debbie Harry, qui brisent les conventions pop de la chanteuse passive et décorative. Le développement du mouvement squat s'inspire de l'autonomie italienne, avec des travailleurs précaires et une jeunesse marginalisée. On est dans des véritables espaces de rencontres, de luttes, de contre-culture, mais aussi de fêtes. Les squats de Londres abritent par exemple des groupes tels que Scritty. Mais le post-punk anglais n'est pas que minimalisme et art. De nombreux groupes rejettent justement le lien entre le rock et l'art. On parle de mouvement Oi. Ils dénoncent une récupération commerciale dont le punk faisait déjà l'objet. D'origine prolétaire, des groupes comme Shame 69, Cockney Reject et Angelic Upstarts produisent une musique aux sonorités très proches des premiers groupes de punk. On a presque l'impression d'entendre des chansons à boire, Tequila, Heineken, Baltaniese. des hymnes à football. Mais cette sous-catégorie du post-punk ne sera jamais populaire en Angleterre. Par contre, elle le sera beaucoup plus aux États-Unis où cette scène se confondra avec le punk hardcore. Quoi qu'il en soit, en 1978, c'est donc le début du succès pour la scène post-punk anglaise, mais aussi américaine, avec des albums célébrés tels que Scream de Susie and the Bunches, Chairs Missing de Wire, le groupe américain Peer Review avec The Bouncing. 1979, c'est au tour de Peel avec Metal Box, le très célèbre Unknown Pressures de Joy Division, Entertainment de Gang of Four ou encore Fear of Music de Talking Heads. Et voilà, c'est la fin de cette première partie sur le post-punk, et comme promis, parlons rapidement de mon groupe préféré de cette période. Sans aucune hésitation, c'est le groupe Joy Division. Pour moi, c'est le groupe qui a réussi à se construire un véritable univers, une parfaite symbiose entre l'ambiance instrumentale qui est froide, obsédante, et la voix et les textes torturés de Ian Curtis. Je n'en dis pas plus parce que je reviendrai très rapidement sur le premier album du groupe à l'occasion d'une émission spéciale. Comme d'habitude, vous trouverez plusieurs liens bibliographiques et autres juste en dessous. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bonne écoute. Là, je suis en train de composer une chanson sur l'homme, mais tu vois, avec un grand H qui combat cette épidémie qu'est le coronavirus.